C'est un point central des négociations, peut-être celui qui pourrait mettre fin au conflit. En ligne avec des médias indépendants russes, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à envisager la neutralité de l'Ukraine. Ce point des négociations est compréhensible pour moi et il est en discussion, il est étudié en profondeur. Une exigence de Moscou qui s'accompagnerait d'un statut dénucléarisé du pays. Pour le président ukrainien, la demande devrait d'abord être soumise à référendum et venir avec des garanties de sécurité. La question devrait être au cœur des discussions aujourd'hui à Istanbul, où les représentants russes et ukrainiens entament de nouvelles négociations. Les dernières en présentiel avaient eu lieu le 10 mars dernier, sans déboucher sur une avancée concrète. Hier, Volodymyr Zelensky s'est aussi dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine. Je crois que la guerre peut rapidement se terminer. C'est seulement Poutine et son entourage qui la retardent. Notre accord avec les signatures, même avec du sang, est suffisant pour commencer le processus de retrait des troupes. Si les négociations sur la neutralité n'aboutissent pas, les renseignements ukrainiens craignent que Moscou veuille séparer l'Ukraine entre les zones occupées par les Russes et le reste du territoire. Un modèle calqué sur l'exemple de la Corée du Sud et du Nord. Depuis quelques jours, la Russie a annoncé concentrer ses efforts de guerre sur l'est de l'Ukraine, notamment la région du Donbass. Général Pinard-Legris, c'est vrai que c'était l'un des aspects, hein, c'est dans le package, hein, cette neutralité évoquée par Zelensky. C'était dans les objectifs politiques de Vladimir Poutine, d'une part, faire en sorte que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, deuxièmement, que l'Ukraine soit neutralisée au moins militairement, troisièmement, que la partie Crimée demeure russe, et quatrième point, c'est les deux oblasts de Louhansk et du Donetsk qui soient des républiques indépendantes et préservent leur spécificité, leur singularité russophone, je crois. Bon. Et donc, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'il n'y a que 150 000 hommes quand même, les Russes n'ont que 150 000 hommes, c'est-à-dire sensiblement d'ailleurs le même volume que les troupes de l'armée ukrainienne. Donc, il concentre ses efforts, après avoir pris des gages territoriaux au nord, après avoir renforcé ses positions au sud, près de la Crimée, eh bien, il cherche à détruire l'élément important de l'armée ukrainienne qui se trouve dans le Donbass. Voilà. Et donc, c'est cet objectif qui est très important pour lui, et notamment pour son opinion publique, qui justifie ou qui justifierait l'engagement et les pertes subies par l'armée russe. On va rester dans le Donbass justement avec Benjamin. Il y a un trésor de guerre là. Ouais. Avec Benjamin qui est devant sa carte interactive. C'est là, Benjamin, en ce moment que se concentrent en fait les forces russes. Ouais, quand on dit le Donbass, en fait, c'est toute cette région délimitée en blanc. Il y a deux blocs, il y a deux provinces, on dit des oblasts en Ukraine, l'oblast de Lugansk et puis l'oblast de Donetsk. Ce que j'ai mis en jaune ici, ce sont les zones contrôlées par les Russes ou par les séparatistes pro-russes. Et donc effectivement, il y a cette zone ici, vous voyez bien, du Donbass, qui n'est pas occupée par les Russes et qui est toujours contrôlée par les Ukrainiens. Alors qu'est-ce qui bloque ? Des zones urbaines où l'armée ukrainienne est toujours bien établie. Comme ici, par exemple, à Sievierodonetsk. Quand vous regardez la carte, alors je vous ai mis une carte de la ville pour illustrer un peu ce qui se passe. Vous avez l'armée russe qui vient d'arriver, qui vient de prendre cette zone-là. Vous avez ici l'armée russe, mais vous avez toujours ce centre-là qui est bien tenu, en tout cas pour l'instant, par l'armée ukrainienne. Il y a une autre zone urbaine qui va être très délicate à prendre, c'est la zone urbaine de Kramatorsk. C'est 150 000 habitants, Kramatorsk, et là encore, Kramatorsk, c'est ici. Mais en fait, vous avez toute une bande urbaine quasiment sans discontinuer de 50 km. Et on sait que les villes, c'est très difficile à prendre, d'autant que juste en face, vous avez quoi ? Vous n'avez que des champs. Donc, il y a quand même une bonne visibilité de l'ennemi ici. Et puis, l'autre élément à prendre en compte, c'est que les effectifs russes dans le Donbass, ils sont beaucoup mobilisés ici, autour de Mariupol. Et évidemment, l'objectif des Ukrainiens, c'est de tenir le plus longtemps possible ici les unités russes. Après, si on fait un état des forces, il est quand même encore en faveur des Russes. Il y a une remontée qui s'est opérée légèrement ici avec une ville Volnovaka qui a été prise ces derniers jours. Le front devant Donetsk, il est légèrement fissuré. Et puis il y a eu une progression ces derniers jours, c'est-à-dire que cette ville d'Izium au nord, vous voyez, qui juste en face du Donbass, a été prise, en tout cas revendiquée, prise par les Russes. Par contre, on voit bien que les Russes se centrent sur cette zone-là et que leur grand projet sans doute initial, qui était de prendre Kharkiv et de bloquer, vous voyez, cet axe jusqu'à Dnipro pour encercler les Ukrainiens ici, ça c'est pour l'instant un peu ambitieux dans la mesure que Kharkiv
n'est pas encerclée et que cette zone de 250 km est quand même très difficile à contrôler. Donc on se resserre sur l'objectif Donbass. Benjamin, comme tous les matins, explication carte à la plume. En général, c'est vrai qu'on a l'impression que les Russes patinent un peu. Est-ce que c'est leur stratégie de départ ? Je ne sais pas si c'est leur stratégie de départ, parce que je ne la connais pas et je ne la connaissais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait des plans. Les plans sont préparés. Et ensuite, en fonction de la situation, eh bien, ils modifient, ils ajustent leurs objectifs au regard de l'adversaire, des conditions météo éventuellement, des pertes. Et là, il est évident que l'objectif, la ligne de Kharkiv, est excessive pour leur capacité actuelle, compte tenu des résistances rencontrées à Mariupol. Et donc, ils concentrent leurs efforts sur vraiment la partie du Donbass qui a été au sud d'Izoum. Voilà, ça, je crois que c'est le premier objectif. Ensuite, ça sera toujours des moyens de pression potentiels. Au sud, en tous les cas, vous avez cette ville de Mariupol dont on a beaucoup parlé. Oui. Intense combat encore sur cette zone. Et la question des civils qui se pose, l'évacuation des civils, les évacuations qui ne sont toujours pas sécurisées, loin de là ces dernières heures. Scarlett Bain, Thomas Jarion. Des immeubles calcinés, ravagés par les flammes et les bombardements. À Mariupol, on enterre les victimes dans des tombes de fortune. Les bilans varient de 2000 à 20 000 morts. La ville est toujours assiégée par les Russes. Personne ne nous aide. Des gens sont morts sous nos yeux. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, rien. À côté du marché, 100 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble. Le bâtiment s'est écroulé. Comme ça. Il serait encore 100 000 coincés dans la ville. Évacuation presque impossible, Mariupol est encerclée. La route vers les territoires contrôlés par l'Ukraine est très dangereuse. C'est ce que nous explique cet humanitaire basé côté ukrainien. On a tenté un convoi mercredi dernier. On n'a pas reçu les garanties de sécurité suffisantes, notamment à cause de la route. En fait, la route a été par laquelle on pourrait éventuellement passer, mais il y a quand même 2 fronts à passer, a été minée. Emmanuel Macron devrait s'entretenir avec Vladimir Poutine aujourd'hui ou demain pour organiser une opération d'évacuation des habitants de Mariupol. Voilà le symbole de cette nation protégée coûte que coûte. Regardez ces images de ces pompiers dans des ruines de Kharkiv, au siège de l'administration régionale. Les pompiers qui font vivre ce drapeau coûte que coûte, qui l'accrochent partout, qui est toujours là avec eux dans leur recherche. Ils sont en train de chercher des corps dans les décombres, donc au siège de cette administration régionale. 24 cadavres ont déjà été récupérés dans ce bâtiment et les pompiers qui sont toujours à la tâche. On s'appuie ce matin sur une déclaration en forme de chantage également dans le rayon économique du ministre ukrainien des Affaires étrangères qui met carrément au chantage le groupe Auchan, en tous les cas ses clients, mis en garde à boycotter les produits Auchan si Auchan ne venait pas à quitter le territoire. C'est le cas. Auchan reste en Russie, a des magasins en Ukraine. Bonjour Marianne Kotonov, vous êtes à Lviv en direct et en duplex pour la matinale de LCI, devant un magasin Auchan. Est-ce que les habitants ont respecté, ou en tous les cas ont-ils entendu cet appel à boycott ? Alors, ils ont entendu l'appel à boycott. Mais vous voyez ici, nous sommes donc dans la banlieue de Lviv, devant un Auchan. Donc, il y en a 43 dans toute l'Ukraine. Et vous voyez, le parking déjà est en train de se remplir, alors que le magasin n'a ouvert que depuis une petite demi-heure. Allez, je vais me diriger vers l'entrée. Là, pour le moment, il n'y a pas de clients. Mais dès l'ouverture, il y avait la queue devant pour pouvoir entrer et pour pouvoir faire ses courses. Et en fait, les clients qui attendaient l'ouverture, on leur a posé la question, est-ce que vous allez respecter cet appel à boycott ? Et là, les avis sont très partagés. Certains nous disent, écoutez, on voudrait bien le faire, mais on n'a pas d'alternative ici en Ukraine. On n'a pas de discounter et il faut nourrir les réfugiés. Une dame nous disait, par contre, moi, ma famille est à Mariupol, elle avait les larmes aux yeux. Je viens de Mariupol, je n'ai plus de nouvelles de ma famille. Et c'est vrai que ces entreprises qui sont là, qui restent en Russie, c'est de l'argent pour les Russes. Ce sont des taxes qu'ils payent à la Russie pour pouvoir nous envoyer des bombes à Mariupol. Donc vous voyez, avis très partagé de la population, mais en tout cas, sur ce parking d'Auchan, qui se dit Achan en ukrainien, il y a déjà du monde et on faisait la queue ce matin, je vous le disais. Merci Marianne et Adrien Acco. Alors très intéressant de voir... Argument invalide, je t'arrête tout de suite parce que à ce compte-là, tous les Français qui se chauffent aujourd'hui avec du gaz russe, parce que c'est le cas, oui. Collaborent au régime russe. Non, on peut pas tenir ce genre de raisonnement. Non, mais de la distance, franchement, c'est pas Porsche, c'est pas Krupp, c'est pas Siemens. Se nourrir, là.
c'est pas des industriels qui fournissent un effort de guerre en faveur du gouvernement russe. C'est des gens qui alimentent les Ukrainiens aujourd'hui. Il faut quand même être sérieux et voir la réalité telle qu'elle est. Autre question, pourquoi faire peser très fort cette pression sur les Français et pas sur les autres pays européens qui aussi ont des entreprises Mais parce que nous sommes les champions des grands principes. Hein, c'est comme ça d'ailleurs qu'on se tire une balle dans le pied et que demain on sera totalement absent de Russie quand les Allemands y resteront. Bon. On est le premier employeur en Russie. Oui. Et donc, il est évident que là, on veut peser sur les intérêts français. Et ça, je pense que les stratèges et les hommes politiques qui vont nous diriger doivent prendre en compte non seulement l'immédiateté, mais le futur, c'est-à-dire à 5 ou 10 ans. Et là, nos intérêts stratégiques peuvent être en jeu. Alors, il n'y a pas que Auchan, il y a Total, il y a des grands groupes. Et c'est la présence française, même pour l'après-Poutine, si vous voulez, parce que sinon la place sera prise. Et c'était très intéressant d'être là ce matin. La pression russe qui se fait ressentir aussi sur les pays frontaliers avec l'Ukraine, comme la Pologne. Nous allons aller à Kaliningrad. Vous savez, Kaliningrad, c'est une enclave. C'est une enclave russe. C'est une ville... Exactement. C'est entre la Pologne et la Lituanie. Xavier de Giacomini est ce matin en direct et en duplex depuis cette enclave. Bonjour Xavier. Est-ce que les Polonais craignent leurs voisins russes, Xavier ? La réponse est oui. Un récent sondage démontrait ici en Pologne que 70% des Polonais sentaient peser sur eux une menace. Et cette menace, elle se caractérise spécialement ici. Nous sommes à quelques kilomètres de l'enclave de Kaliningrad. C'est vers là-bas. L'enclave de Kaliningrad, un territoire grand comme 2 départements français, à peu près un territoire ultra militarisé. Et cette menace, elle est sur la Pologne, bien évidemment, qui est au sud de Kaliningrad, mais aussi sur les États baltes, la Lituanie au nord, la Lettonie et l'Estonie. Alors Kaliningrad, c'est un territoire repris par les soviétiques aux Allemands au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont depuis ultra militarisé. En fait, c'est une immense base militaire dans laquelle il y a la flotte de la Baltique, il y a 30 000 hommes et puis surtout, il y a des missiles balistiques. C'est depuis là-bas que le bombardier qui a lâché cette fameuse bombe hypersonique, supersonique sur les Carpates ukrainiens a décollé pour aller bombarder l'Ukraine. Il y a des missiles braqués sur l'Europe et bien évidemment, pour les Polonais, pour les États baltes, c'est une menace permanente. Alors ce matin, vous le voyez derrière moi, tout est calme, mais à chaque moment, les habitants de cette région-là sont très inquiets. Et puis, pour finir, sachez aussi que c'est à Kaliningrad que le yacht de Vladimir Poutine, le Graceful, 82 mètres de long, 83 millions d'euros, a trouvé refuge avant le début de la guerre. Xavier de Giacomini avec Morgan Pope. Alors, à quelques kilomètres de Kaliningrad, donc en Pologne, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Donbass, de Mariupol, de l'Est avec la frontière avec la Russie, mais c'est vrai qu'il y a le Nord aussi. Hein. Le Nord qui est sous pression en général. Alors le Nord, les pays baltes, vous voulez dire, effectivement, c'était une zone qui a appartenu à l'Empire russe, bien évidemment, et qui est fragile dans la mesure où les États sont petits Kaliningrad constitue pour la Russie un élément clé de par sa position géographique derrière, je dirais, ces États baltes, et deuxièmement, c'est l'accès aux mers chaudes pour un certain nombre de bâtiments. Ça peut constituer une base arrière aussi. Hein. C'est une base avant surtout. Une base avant. Oui, non, enfin, je veux dire, un centre de logistique, ça peut conditionner plein de choses. Ah oui, alors non, mais c'est un point de départ potentiel pour des actions. Ceci dit, les Russes n'ont pas du tout intérêt à se lancer dans une action contre ces pays qui sont tous membres de l'OTAN. Oui. Donc c'est pas du tout dans cette logique. Par contre, c'est des centres d'écoute, c'est des centres avec très armés, avec des moyens missiles sol-sol notamment considérables. Bon, je compte sur vous pour me remettre à niveau sur les bases avant.